Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres, et puis il y en a un qui change tout. Ce matin-là, Chloé avait son café, son peignoir bleu et 5 ans de mariage derrière elle. Elle ne savait pas encore que dans 20 minutes, son mari allait jeter une pile de factures sur la table et lui dire, devant sa propre mère, qu'elle n'était qu'une profiteuse. Elle ne savait pas encore qu'elle allait lui répondre une seule phrase. Calme, définitive, irrévocable. Et qu'après cette phrase, plus rien ne serait jamais comme avant. Voici l'histoire de Chloé. Cette histoire est une œuvre de fiction. Ce matin-là, le soleil entrait par les fenêtres de la cuisine avec cette douceur tranquille des samedis qui ne promettent rien de particulier. Et Chloé avait posé sa tasse de café sur la table en pensant vaguement à la liste de courses qu'elle devrait faire dans l'après-midi, au drap qu'elle avait oublié de sortir du sèche-linge la veille, à ce petit bonheur ordinaire et silencieux d'avoir la matinée devant soi. Elle portait encore son peignoir bleu, les cheveux relevés en un chignon vague, et la lumière dorée lui chauffait doucement l'épaule gauche pendant qu'elle feuilletait distraitement un magazine sans vraiment le lire, comme on fait quand on cherche juste à occuper ses mains. Elle entendit la voiture de sa belle-mère avant même que la sonnette retentisse. Ce moteur diesel qu'elle reconnaissait entre mille, ce bruit sourd et un peu agressif qui annonçait toujours quelque chose de compliqué. Geneviève ne téléphonait jamais avant de passer. Elle arrivait simplement, comme on entre dans un lieu qui vous appartient, et Marc allait lui ouvrir avec ce sourire particulier qu'il réservait exclusivement à sa mère, un sourire qui rendait Chloé étrangère dans son propre couloir. Ils s'installèrent tous les trois dans le salon, et Chloé alla chercher du café supplémentaire parce que c'était ce qu'on attendait d'elle, parce que c'était ce qu'elle faisait depuis 5 ans sans que personne ne le demande explicitement et sans que personne ne le remarque vraiment non plus. Geneviève parlait fort, comme toujours, de sa voisine, de son genou qui la faisait souffrir depuis l'automne, de l'humidité dans sa cave qui avait abîmé plusieurs cartons, et Chloé écoutait en tenant sa tasse à 2 mains, en hochant la tête au bon moment, en souriant quand le sourire semblait attendu. C'est Marc qui se leva le premier. Il alla dans la chambre sans dire un mot, et Chloé l'entendit ouvrir le tiroir du bureau. Ce tiroir qu'il gardait toujours fermé à clé, et dont elle n'avait jamais cherché à connaître le contenu, parce qu'elle avait appris très tôt dans ce mariage qu'il existait des zones qu'on ne traversait pas. Il revint avec une liasse de papier dans la main, une épaisse liasse retenue par un élastique rouge, et il la posa sur la table basse devant Chloé avec un bruit sec, presque solennel, comme on pose une pièce à conviction. « Règle tout ça », dit-il. Chloé regarda la liasse sans la toucher. Elle vit des en-têtes de banque, des avis de relance, des chiffres imprimés en rouge qui signifiaient des retards, des pénalités, des mois d'accumulation silencieuse. Elle vit le nom de Geneviève sur plusieurs enveloppes. Elle vit une somme totale qu'elle n'osa pas additionner tout de suite parce que son esprit refusait d'y croire. « Ce sont les dettes de ta mère, » dit-elle, et sa voix était étonnamment calme, même à ses propres oreilles. Marc croisa les bras. Il avait cette façon de se tenir quand il voulait imposer quelque chose, les épaules légèrement rentrées vers l'avant, le menton relevé, le regard qui ne sciait pas. Une posture qu'elle avait d'abord prise pour de la force et qu'elle reconnaissait maintenant comme de l'obstination pure. « Ma famille ne nourrit pas des profiteurs, » dit-il, et il dit cela devant sa mère, devant le café encore chaud, devant la lumière du samedi matin qui continuait d'entrer par les fenêtres comme si de rien n'était. Geneviève ne dit pas un mot. Elle regardait quelque part au-dessus de l'épaule de Chloé, avec cette expression qu'elle avait perfectionnée au fil des années, cette façon de sembler absente de ce qu'elle avait pourtant provoqué. Quelque chose se déplaça en Chloé, pas une colère brusque, pas un tremblement, mais quelque chose de plus profond et de plus définitif, comme une fondation qui décide silencieusement de ne plus porter le même poids. Elle pensa aux 2 dernières années pendant lesquelles elle avait été la seule à travailler, à payer le loyer, à couvrir les charges, à rembourser le crédit voiture de Marc sans jamais prononcer le mot « remboursement » pour ne pas le blesser dans son orgueil. Elle pensa au dimanche chez les parents de Marc, où elle apportait toujours quelque chose. Une bouteille, un dessert, des fleurs, et où elle repartait toujours avec le sentiment d'avoir été pesée et trouvée insuffisante. Elle pensa à tout ce qu'elle n'avait pas dit, à tout ce qu'elle avait avalé avec son café du matin, à toutes ces petites redditions quotidiennes qu'elle avait confondues avec de l'amour. Elle posa sa tasse sur la table. Elle se leva lentement, sans précipitation, et planta ses yeux dans ceux de Marc avec une clarté qu'elle ne s'était jamais autorisée auparavant. « Je suis ta femme, » dit-elle,
et elle s'arrêta une seconde sur ce mot, le laissa exister dans l'air entre eux. « Pas le distributeur de ta famille. » Marc ouvrit la bouche. Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Non par colère, mais parce qu'elle avait enfin quelque chose de plus important à faire que d'écouter sa réponse. Elle prit son téléphone sur le guéridon, ouvrit l'application de sa banque, navigua jusqu'aux autorisations de sa carte Black et les coupa une par une, méthodiquement, pendant que le silence dans la pièce devenait une présence à part entière. Elle posa ensuite le téléphone face contre la table, regarda Geneviève une dernière fois, cette femme qui avait accumulé des dettes pendant des mois en sachant que quelqu'un d'autre finirait par les payer, et elle sortit du salon sans se retourner. Dans le couloir, elle s'appuya une seconde contre le mur, ferma les yeux et sentit son propre cœur battre avec une régularité qu'elle n'avait pas remarquée depuis longtemps. Ce n'était pas du courage, pas encore, c'était juste la sensation très nette d'avoir dit une vérité trop longtemps retenue et de découvrir qu'elle ne s'était pas effondrée en la disant. Le téléphone de Marc commença à sonner depuis le salon. Sa mère, probablement. Ou un créancier. Ou quelqu'un de la famille qui avait déjà été informé et qui voulait peser sur la balance. Chloé alla dans la chambre, ferma la porte derrière elle et s'assit sur le bord du lit dans la lumière du matin. Elle n'avait pas décroché. Pour la première fois de sa vie, le silence ne lui faisait pas peur. Les 3 jours qui suivirent ressemblèrent à une maison dont on aurait retiré tous les meubles sans prévenir, les mêmes murs, le même plafond, la même lumière entrant par les mêmes fenêtres, mais quelque chose d'essentiel avait disparu, et chaque pièce sonnait creux d'une façon que Chloé n'avait jamais remarquée avant parce qu'elle avait toujours eu trop à faire pour s'arrêter à écouter le silence. Marc ne criait pas. C'était presque pire. Il se déplaçait dans l'appartement avec cette froideur précise des gens qui ont décidé de punir sans en avoir l'air, répondant à ses questions par des syllabes, posant son assiette sur la table sans la regarder, dormant au bord du lit, comme si quelques centimètres de matelas suffisaient à établir une frontière diplomatique. Chloé observait tout cela avec une lucidité nouvelle et légèrement douloureuse, comme on observe pour la première fois une douleur chronique qu'on avait fini par confondre avec la normalité. Le mercredi soir, son téléphone vibra avec un numéro qu'elle ne reconnut pas. Elle décrocha par réflexe, et la voix de la sœur de Marc emplit l'écouteur avant même qu'elle ait eu le temps de dire bonjour. Une voix aiguë et précipitée qui parlait de loyauté familiale, de générosité qu'on piétine, de ce que les gens bien font quand leur famille traverse une période difficile. Chloé écouta 30 secondes, dit simplement « Bonsoir » et raccrocha. Son téléphone revibra aussitôt. Elle l'éteignit et le posa sur la table de chevet, avec la même tranquillité qu'elle aurait mise à fermer un livre dont elle connaissait déjà la fin. Ce qui la préoccupait davantage, ce n'était pas Marc ni sa famille. C'était ce qu'elle avait commencé à découvrir en feuilletant les documents de la liasse, tard le soir quand l'appartement était enfin silencieux. Son nom apparaissait sur 2 des contrats de crédit, tracés dans une case qu'elle n'avait jamais signée elle-même, avec une signature qui ressemblait à la sienne sans l'être tout à fait, comme une copie faite par quelqu'un qui l'avait étudiée de loin. Elle avait relu ces lignes plusieurs fois, les yeux proches du papier, cherchant une explication raisonnable, une erreur administrative, n'importe quoi d'autre que ce que ces documents semblaient dire clairement. Elle appela sa banque le jeudi matin depuis son bureau, la voix parfaitement neutre, en choisissant ses mots avec le soin particulier qu'on met à ne pas alarmer quelqu'un avant d'avoir toutes les informations. La conseillère lui confirma en moins de 10 minutes que 2 autorisations de prélèvement avaient été ajoutées à son compte 18 mois plus tôt, sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Elle nota tout sur un carnet, remercia la conseillère et resta immobile devant son écran pendant un long moment, à regarder sans le voir le curseur qui clignotait sur un document à moitié rédigé. Le cabinet de Maître Fontaine était situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien dont l'ascenseur sentait le bois ciré et le temps long. Chloé y avait pris rendez-vous le soir même, sans en parler à Marc, avec cette clarté froide et déterminée qui remplace parfois la colère quand on comprend que la colère ne suffit pas. L'avocate était une femme de 60 ans aux lunettes rondes qui l'écouta sans l'interrompre, prit les documents que Chloé avait apportés dans une chemise cartonnée, les examina pendant plusieurs minutes et dit enfin, en reposant ses lunettes sur le bureau, « Vous avez bien fait de venir vite. » Ce soir-là, en rentrant dans l'appartement plongé dans une semi-obscurité, Marc était sorti sans laisser de message. Chloé s'assit à la table de cuisine, posa les mains à plat sur la surface froide et laissa remonter ce qu'elle avait contenu toute la journée.
Pas des larmes immédiatement, juste cette sensation physique d'un poids qu'on a porté debout et qu'on ne peut déposer qu'une fois seul, une fatigue profonde et ancienne qui n'avait rien à voir avec la journée qui venait de se terminer. Elle pensa aux 18 mois pendant lesquels quelqu'un avait prélevé de l'argent sur son compte avec son nom, pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle payait le loyer, pendant qu'elle apportait des fleurs le dimanche chez des gens qui la regardaient à peine. Elle ne pleura vraiment qu'après, longtemps, silencieusement, le front posé sur ses bras croisés comme quand elle était enfant et que le monde lui semblait trop grand. Mais quand elle se redressa, quelque chose s'était stabilisé en elle, une décision qui n'avait pas encore de mots mais qui avait déjà une direction. Elle rouvrit son téléphone et envoya un message à Maître Fontaine. Lancer la procédure. Pour tout. Puis elle alla faire du thé, parce que la nuit serait longue et qu'elle avait besoin de ses forces pour ce qui venait. Le lundi matin, Chloé arriva au bureau 20 minutes avant tout le monde, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de sentir l'espace autour d'elle, avant que la journée ne le remplisse. Elle posa son sac, alluma son ordinateur, mit de l'eau à chauffer, et s'installa devant ses dossiers avec cette concentration appliquée qu'elle utilisait depuis des années pour ne pas penser à ce qu'elle n'était pas prête à affronter. Pendant 2 heures, cela fonctionna presque. C'est la stagiaire qui vint la prévenir, légèrement gênée, en baissant la voix comme si elle transmettait une mauvaise nouvelle. « Il y a une dame qui vous attend dans le couloir. Elle dit que c'est personnel. » Geneviève se tenait près de l'ascenseur, les mains croisées sur son sac, habillée avec ce soin particulier qu'elle réservait aux occasions où elle voulait avoir l'air raisonnable. Elle sourit en voyant Chloé approcher. Ce sourire étroit et calculé qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Et dit, d'une voix suffisamment douce pour que quiconque passant dans le couloir n'entende qu'une conversation ordinaire entre deux femmes. « Je voulais qu'on se parle. Entre nous. » Chloé la regarda une seconde sans rien dire, puis fit demi-tour vers la petite salle de réunion au bout du couloir. Elle entra, laissa la porte ouverte exprès, et se retourna pour faire face à sa belle-mère sans s'asseoir. « Tu as mis mon nom sur des contrats que je n'ai jamais signés, » dit-elle. Pas une question. Geneviève prit une inspiration et commença avec cette voix de femme blessée qu'elle maîtrisait parfaitement, cette façon de parler qui transformait chaque fait en offense personnelle qu'on lui aurait faite. « J'étais dans une situation impossible. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de... »« Tu as mis mon nom sur des contrats que je n'ai jamais signés, » répéta Chloé avec exactement le même ton. Un silence passa entre elles, dense et inconfortable. « Marc pensait que tu comprendrais, » dit finalement Geneviève, et elle dit cela comme si Marc était une troisième personne innocente dans cette histoire, comme si lui aussi avait été surpris par les documents, comme si tout le monde avait été victime de tout le monde sauf elle. C'est ça une famille, Chloé. On se soutient. On ne se retourne pas contre les siens au premier problème. Je ne me suis retournée contre personne, dit Chloé, et elle sentit quelque chose se durcir en elle. Pas de la colère, quelque chose de plus froid et de plus solide que la colère. J'ai juste arrêté de payer pour des gens qui utilisaient mon nom sans me le demander. Geneviève changea d'approche avec la fluidité d'une femme qui avait pratiqué cet art pendant des décennies. Sa voix se fit plus douce, presque affectueuse, et elle tendit une main vers le bras de Chloé. « Tu es épuisée, ma chérie. Ce que tu traverses est difficile, je comprends. Mais si tu lances cette procédure, tu détruis Marc, tu détruis toute la famille. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» Chloé recula d'un demi-pas, juste assez pour que la main de Geneviève ne trouve rien à toucher. « La procédure est déjà lancée, » dit-elle. « Bonne journée. » Elle sortit de la salle de réunion, longea le couloir, entra dans les toilettes du bureau et ferma le verrou derrière elle. Elle s'appuya contre le lavabo, regarda son propre reflet dans le miroir pendant un long moment, son visage calme, ses mains qui ne tremblaient pas, et ressentit quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, quelque chose entre l'épuisement et une fierté naissante et fragile. Ce soir-là, Marc l'attendait dans l'entrée de l'appartement. Il n'avait pas ses clés à la main, pas son manteau. Il attendait depuis un moment, debout, et il avait ce visage qu'elle ne lui avait vu que 2 ou 3 fois en 5 ans, ce visage dépouillé de toute posture. « Je veux divorcer, » dit-il. Chloé posa son sac sur le guéridon. « D'accord, » dit-elle. Il la regarda comme si ce mot n'était pas celui qu'il avait préparé pour cette phrase, comme si une réponse différente aurait dû surgir. Des larmes, une supplication, n'importe quelle forme de résistance qui lui aurait rendu son pouvoir. « C'est tout ce que tu as à dire ?»« C'est tout, » dit-elle. Elle appela Inès depuis la chambre, la voix enfin brisée,
et dit pour la première fois à voix haute tout ce qu'elle avait eu pendant 5 ans. Pas dans l'ordre, pas avec cohérence, juste les mots qui sortaient comme ils pouvaient. Inès écouta sans l'interrompre, et quand Chloé se tut, épuisée, elle dit simplement « Tu n'as rien à perdre, tu avais déjà tout donné. » Chloé resta longtemps immobile dans le noir de la chambre après avoir raccroché, les genoux remontés contre la poitrine, et pleura toutes les larmes d'une femme qui se souvient enfin d'elle-même. Mais quand elle se releva, elle avait pris sa décision. Elle avait décidé de partir un mardi matin, parce que le mardi était un jour sans signification particulière et qu'elle ne voulait pas que ce moment ressemble à une scène. Pas de dimanche dramatique, pas de vendredi chargé de symboles, juste un mardi ordinaire où elle ferait ce qu'elle avait décidé de faire. Elle avait préparé ses 2 valises la veille, pendant que Marc dormait, en choisissant avec soin ce qui lui appartenait vraiment, en laissant tout le reste exactement à sa place, comme si l'appartement n'avait besoin de rien pour continuer à exister sans elle. Marc l'entendit dans le couloir. Il sortit de la chambre en sous-vêtements, les cheveux défaits, et il vit les valises avant de la voir elle, et quelque chose passa sur son visage. Pas de la tristesse, pas encore, plutôt la surprise d'un homme qui avait cru que les choses se résoudraient d'elles-mêmes si on attendait suffisamment longtemps. « Tu ne peux pas partir comme ça, » dit-il. Chloé souleva la première valise. « Je pars. La moitié de ce qu'il y a dans cet appartement a été acheté avec mon argent. » Il s'était placé légèrement en travers du couloir, pas tout à fait devant la porte, juste assez pour que le passage soit moins évident. « Mon avocat m'a dit que tu n'as pas le droit de... »« Ton avocat peut appeler le mien, » dit-elle, et elle prononça ces mots avec une tranquillité si complète qu'il recula d'un demi-pas sans s'en rendre compte. Elle passa devant lui, prit la 2e valise, ouvrit la porte d'entrée et sortit sans la claquer. Parce que claquer une porte aurait signifié qu'elle avait encore besoin que quelque chose résonne derrière elle, et ce n'était plus le cas. Dans l'ascenseur, elle regarda ses mains tenir les poignées des 2 valises et pensa que c'était étrange comme les mains pouvaient avoir l'air calmes, alors que tout le reste du corps enregistrait quelque chose d'énorme et d'irréversible. Les portes s'ouvrirent sur le hall. Elle traversa le hall, poussa la porte de l'immeuble, et l'air du dehors lui frappa le visage avec cette indifférence bienveillante que le monde réserve aux gens qui viennent de prendre une décision qu'ils ne peuvent plus défaire. Inès l'attendait en bas, moteur allumé, sans poser de questions. C'était exactement ce dont Chloé avait besoin. Quelqu'un qui savait que les questions pouvaient attendre. Le jeudi, son directeur la convoqua dans son bureau en fin de matinée avec ce ton neutre et légèrement précautionneux qu'il prenait quand il avait quelque chose de délicat à dire. Il posa les mains sur son bureau, la regarda un moment, puis lui dit qu'il avait reçu un appel anonyme 2 jours plus tôt. Quelqu'un qui prétendait avoir des informations sur des irrégularités dans la gestion d'un budget de projet qu'elle avait supervisé l'année précédente. Chloé ne dit rien pendant 3 secondes. Elle sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Pas de la peur, une colère froide et très précise qui cherchait immédiatement une sortie rationnelle. « Je vais vous apporter les documents, » dit-elle. « Tous les documents. Aujourd'hui. » Elle passa sa pause déjeuner à rassembler les justificatifs, les validations, les échanges de mails archivés avec la rigueur d'une femme qui avait toujours su, sans se l'avouer, qu'un jour quelqu'un chercherait à lui retirer ce qu'elle avait construit. Elle déposa une chemise épaisse sur le bureau de son directeur à 14h30, s'assit en face de lui et le laissa vérifier en silence, page après page, pendant 20 minutes. Quand il releva la tête, son expression avait changé. « Tout est en ordre, » dit-il. « Je sais, » dit-elle. Il y eut un silence, puis il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe qu'il fit glisser vers elle. La lettre de proposition d'avancement qu'il lui avait présentée 2 ans plus tôt et qu'elle avait refusée sans vraiment s'en expliquer, pour des raisons qui lui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. « Je la garde depuis tout ce temps, » dit-il simplement. « Au cas où. » Chloé prit l'enveloppe, l'ouvrit, lut la lettre jusqu'au bout et la reposa sur le bureau. Elle pensa aux 2 années perdues à stabiliser un foyer qui ne tenait pas, à renoncer à des choses pour protéger la tranquillité de quelqu'un qui ne le remarquait jamais. Elle pensa à tout ce que cette signature aurait changé si elle l'avait donné à temps. Elle prit le stylo que son directeur lui tendait et signa. En sortant du bureau, elle longea le couloir jusqu'à la fenêtre du fond qui donnait sur les toits, et elle resta là un moment, la lettre signée dans la main, à regarder le ciel gris de novembre au-dessus de la ville. Elle ne souriait pas vraiment, c'était quelque chose de plus discret que ça, une légèreté intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps,
qu'elle mit plusieurs secondes à la reconnaître pour ce qu'elle était. Ce soir-là, chez Inès, elle déballa la première valise et rangea ses affaires dans le tiroir qu'on lui avait laissé libre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. La demande de rendez-vous arriva par message un jeudi soir, formulée avec cette retenue soigneuse de quelqu'un qui a choisi chaque mot avant d'écrire. On pourrait se parler, juste parler. Un café, si tu veux. Chloé le lut 2 fois, posa le téléphone sur la table d'Inès et alla faire la vaisselle parce qu'elle avait besoin de quelque chose de concret pour ses mains pendant qu'elle réfléchissait. Maître Fontaine avait été clair la semaine précédente. Savoir ce que Marc voulait avant le début formel de la procédure était un avantage, pas une faiblesse. Elle répondit simplement « Samedi, 14 heures, tu choisis l'endroit » et ne relut pas le message après l'avoir envoyé. Le café que Marc avait choisi était un endroit qu'elle ne connaissait pas, dans un quartier neutre, avec des tables suffisamment espacées pour qu'une conversation difficile puisse avoir lieu, sans que les voisins de table en deviennent les témoins involontaires. Chloé arriva avec 5 minutes d'avance, choisit une place dos au mur et face à l'entrée, commanda un thé et attendit avec ce calme appliqué qu'elle avait appris à porter comme une seconde peau. Marc arriva à l'heure exacte, ce qui était déjà différent. En 5 ans de mariage, elle ne se souvenait pas d'une seule fois où il ne l'avait pas fait attendre. Il était bien habillé, avait l'air reposé, et il y avait en lui quelque chose d'étudié, comme un homme qui a répété mentalement une scène avant d'entrer dans la pièce. Il s'assit, commanda un café, et commença avec la voix de cette personne que Marc avait toujours su être quand il voulait quelque chose. Calme, presque douce, avec ce timbre qu'elle avait confondu avec de la tendresse pendant si longtemps. « Je t'ai manqué de respect, » dit-il, et il dit cela en regardant la table, pas elle, ce qui lui parut significatif. « Ce que ma mère a fait, ce qu'on a fait, c'était mal, je le sais. » Chloé ne dit rien. Elle laissa le silence exister parce qu'elle avait appris que le silence forçait les gens à continuer, et que ce qu'une personne disait quand le silence la pressait était toujours plus vrai que ce qu'elle avait préparé à dire. Marc continua. Il parla de la pression familiale, de la peur de décevoir sa mère, des dettes qu'il avait découvertes plus tard que Chloé ne le pensait, et pendant qu'il parlait, pendant que les justifications s'enchaînaient avec cette fluidité qui suggérait une préparation soigneuse, Chloé vit du coin de l'œil un homme assis 2 tables à sa droite qui n'avait pas touché à sa tasse depuis qu'elle était arrivée. Un homme avec une fine serviette sur les genoux qui regardait son téléphone avec une attention trop régulière pour être naturelle. Elle reconnut la posture. C'était celle de Maître Fontaine quand elle attendait le bon moment pour intervenir. Elle ramena les yeux sur Marc avec une clarté si complète qu'il interrompit sa phrase au milieu. « Il y a un avocat assis à 2 tables de nous, » dit-elle très calmement. « À ta droite. » Marc ne se retourna pas. Mais quelque chose sur son visage changea. Pas tout à fait de la culpabilité, quelque chose entre la gêne et le calcul d'un homme qui sentait que le terrain venait de glisser sous ses pieds. « Chloé, écoute. Tu es venue avec une proposition, » dit-elle. Une proposition qui m'aurait coûté quelque chose. Elle prit sa tasse, but la dernière gorgée de thé, et la reposa avec une tranquillité qu'elle ressentit elle-même comme une forme de pouvoir. Je ne sais pas laquelle exactement. Et je ne veux pas le savoir. Elle ouvrit son sac, sortit une enveloppe et la posa sur la table entre eux. Les papiers du divorce, signés par elle et par Maître Fontaine, avec toutes les clauses qui protégèrent ses biens et annulaient toute revendication sur ce qu'elle avait construit avant et pendant le mariage. « C'est tout ce que j'avais à te dire, » dit-elle. Marc regarda l'enveloppe sans la toucher. Il y avait en lui à cet instant quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Pas de la colère, pas de la manipulation, juste une sorte de fatigue très ancienne, comme celle d'un homme qui a joué un rôle trop longtemps et qui ne sait plus très bien comment s'en défaire. Elle vit cet homme-là et ressentit quelque chose de bref et de douloureux qui n'était pas de la pitié, mais qui lui ressemblait. « Je t'ai aimé, » dit-elle. « C'est pour ça que je pars. » Elle se leva, prit son sac et sortit du café sans se retourner. Dans la rue, l'air était froid et le ciel avait cette couleur grise et nette des après-midi de novembre qui ne promettent rien. Elle marcha jusqu'à sa voiture, monta, ferma la portière et resta immobile un moment, les mains sur le volant. Puis elle pleura, pas de la douleur qu'elle avait portée pendant des mois, mais d'autre chose, quelque chose de plus léger et de plus définitif, comme si un poids qu'elle ne savait plus qu'elle portait venait enfin de trouver le sol. Elle laissa les larmes passer,
puis s'essuya le visage, mit le moteur en marche et s'en alla. L'appartement était au 4e étage d'un immeuble ancien, dont l'escalier sentait la pierre humide et le bois ciré, avec une fenêtre sur le palier du 2e qui donnait sur une cour intérieure où un seul arbre avait réussi à pousser entre les pavés, maigre et têtu et parfaitement vertical, comme s'il avait décidé une fois pour toutes qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de place pour exister. Chloé avait visité 6 appartements en 2 semaines, et c'était cet arbre-là qui avait fait pencher la balance. Pas la luminosité, pas la superficie, pas le prix qui était raisonnable sans être exceptionnel, juste cet arbre qui poussait là où rien n'aurait dû pousser et qui semblait ne pas s'en préoccuper. Elle emménagea un samedi de décembre avec l'aide d'Inès et de 2 hommes d'une société de déménagement qui travaillaient vite et en silence, ce qu'elle apprécia. Ses affaires tenaient dans peu de cartons. Elle avait choisi de ne prendre que ce qui lui appartenait sans ambiguïté, sans discussion possible, sans histoire attachée qui aurait alourdi chaque objet d'un poids supplémentaire. Le soir, quand tout le monde fut parti, elle s'assit sur le parquet du salon avec un verre de vin et regarda les cartons empilés contre le mur et la lumière du lampadaire qui entrait par la fenêtre sans rideau, et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle dut prendre un moment pour l'identifier correctement. C'était du calme. Un calme qui n'attendait rien, qui ne demandait rien, qui n'avait pas besoin d'être justifié. Le lundi matin, Sophie l'attendait dans le couloir du bureau avec ce sourire particulier des gens qui ont décidé d'être aimables pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amabilité. Sophie était arrivée dans l'équipe 8 mois plus tôt, compétente et silencieuse, et Chloé l'avait toujours traitée avec le même respect qu'elle accordait à tout le monde sans distinction. Depuis l'annonce de la promotion, quelque chose avait changé dans la façon dont Sophie occupait l'espace. Une légère tension dans les épaules, une façon de prendre la parole en réunion juste après Chloé pour nuancer ce qu'elle venait de dire, des mails envoyés en copie à la direction avec des formulations qui suggéraient subtilement que certaines décisions avaient été prises sans consultation suffisante. Ce matin-là, Chloé trouva un rapport qu'elle avait finalisé la semaine précédente, circulant dans l'équipe avec des annotations manuscrites dans la marge. Des questions rhétoriques, des points d'interrogation, un encadré rouge autour d'un chiffre qui était pourtant correct et vérifiable en 30 secondes. Elle prit le rapport, alla s'asseoir en face de Sophie dans la salle commune, posa le document entre elles et dit sans préambule « Si tu as des questions sur ce rapport, tu me les poses directement. » Sophie ouvrit la bouche, puis la referma. « Je ne cherche pas de conflit. » continua Chloé, et sa voix était égale et précise comme celle d'une femme qui a épuisé sa tolérance pour les guerres silencieuses. Je cherche qu'on travaille correctement. Si tu penses que j'ai fait une erreur, montre-la-moi. Je la corrigerai. Si tu n'en trouves pas, alors on avance. Il y eut un silence pendant lequel Sophie regarda le rapport, puis Chloé, puis le rapport encore. D'accord, dit-elle finalement. Ce ne fut pas une réconciliation, mais ce fut suffisant. Sa mère habitait à 40 minutes en train, dans la maison où Chloé avait grandi, une maison que le temps avait rendue plus petite sans la rendre moins familière. Elle s'était parlé au téléphone depuis la séparation, des conversations courtes et prudentes comme 2 personnes qui marchent sur un sol qu'elles ne sont pas sûres de bien connaître. Ce samedi-là, Chloé sonna à la porte avec une bouteille de vin et sans avoir préparé ce qu'elle allait dire. Sa mère l'attendait dans l'entrée. Elles s'embrassèrent, sans parler, et il y avait dans cette étreinte quelque chose de différent des fois précédentes, une durée légèrement plus longue, une pression légèrement plus ferme, comme 2 femmes qui reconnaissent enfin qu'elles ont eu peur l'une pour l'autre sans jamais se le dire. Elles mangèrent, parlèrent de choses ordinaires pendant un moment, et puis sa mère posa les mains à plat sur la table et dit, sans détour, « Je savais que Marc n'était pas le bon. Depuis le début. » Chloé la regarda. « Je n'ai rien dit parce que j'avais peur que tu disparaisses, si je te le disais. » Sa mère parlait lentement, en choisissant ses mots avec le soin particulier de quelqu'un qui a attendu longtemps le bon moment. « Ton père était le même, pas méchant, absent, et je t'ai regardé répéter ce que j'avais vécu sans trouver comment t'arrêter. » Chloé resta silencieuse un long moment. Elle pensa à toutes les fois où elle avait interprété la réserve de sa mère comme de l'indifférence, à toutes les distances qu'elle avait construites à partir d'un silence qui n'était en réalité que de la peur. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle enfin, sans accusation, juste comme un fait qu'elle pouvait maintenant regarder ensemble. « Oui, » dit sa mère simplement. Elles restèrent à table jusqu'à tard, et pour la première fois depuis des années, Chloé ne compta pas les heures.
Le séminaire avait lieu dans un hôtel en dehors de la ville, un de ces endroits fonctionnels et sans caractère particulier où les entreprises envoyaient leurs cadres 2 fois par an pour parler de stratégie dans des salles aux fenêtres qui ne s'ouvraient pas. Chloé y arriva la veille au soir, posa sa valise dans sa chambre, regarda un moment le plafond blanc et uniforme au-dessus du lit et se dit qu'elle avait connu pire comme façon de passer un mercredi soir, ce qui, en soi, était déjà une forme de progrès. Le lendemain matin, pendant la pause café entre 2 sessions, elle était debout près de la fenêtre avec sa tasse quand quelqu'un s'arrêta à côté d'elle. Pas trop près, avec cette distance naturelle des gens qui respectent l'espace des autres sans y réfléchir consciemment. Elle tourna légèrement la tête. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas, la quarantaine, avec ce visage calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de remplir le silence pour exister dedans. « La vue n'est pas terrible, » dit-il, en regardant le parking en contrebas. « Non, » dit-elle. Il y eut un silence qui n'était pas inconfortable. C'était déjà inhabituel. « Olivier, » dit-il en tendant la main. « Chloé. » Ils parlèrent du séminaire, du projet de restructuration qui occupait toute la matinée, d'un intervenant dont les diapositives contenaient 3 fautes d'orthographe que ni l'un ni l'autre n'avait pu s'empêcher de remarquer. Olivier parlait avec précision et sans détour, écoutait quand elle parlait avec cette attention particulière des gens qui ne formulent pas déjà leurs réponses pendant que vous finissez votre phrase. Chloé remarqua cela, pas comme une qualité abstraite, mais comme quelque chose de physiquement perceptible, une façon d'occuper l'espace de la conversation sans jamais l'envahir. Elle remarqua aussi, presque aussitôt, les réflexes qui se déclenchaient en elle comme des alarmes silencieuses. Quand il sourit pour la première fois, elle chercha instinctivement ce qu'il voulait obtenir avec ce sourire. Quand il lui posa une question sur son travail, elle sentit pendant une fraction de seconde l'envie de minimiser sa réponse, de réduire ce qu'elle faisait pour ne pas paraître trop sûre d'elle. Ce vieux réflexe appris dans un mariage où l'assurance d'une femme était vécue comme une critique implicite adressée à l'homme à côté d'elle. Elle s'en rendit compte, laissa le réflexe passer sans le suivre et répondit honnêtement. L'après-midi se termina. Ils dînèrent à la même table par hasard, avec 4 autres collègues, et la conversation fut légère et sans conséquence, et Chloé remarqua qu'elle riait à 2 reprises d'une façon qui ne lui demanda aucun effort. En sortant de la salle de restaurant, Olivier lui demanda si elle voulait prendre un café. « Juste un café », il dit cela simplement, sans sous-entendu apparent, avec le ton de quelqu'un qui posait une question dont la réponse négative aurait été aussi bien reçue que la positive. Elle dit oui parce que c'était ce qu'elle voulait, et cette simplicité-là lui parut elle-même remarquable. Ils étaient assis dans le petit salon de l'hôtel depuis 20 minutes, quand la porte d'entrée s'ouvrit. Elle le reconnut avant même de voir son visage, cette façon de marcher, les épaules légèrement rentrées, le regard qui balayait la pièce avec cette intensité particulière des gens qui cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de chercher. Marc s'arrêta quand il la vit. Il y eut entre eux une seconde très longue, pendant laquelle rien ne bougea dans la pièce. Puis il s'avança. « Je savais que tu étais là, » dit-il, et il dit cela comme si c'était une explication suffisante, comme si savoir où elle était lui donnait le droit d'y venir. Son regard glissa sur Olivier, avec cette évaluation rapide et à peine dissimulée des hommes qui mesurent immédiatement ce qu'ils voient comme une menace. « On peut parler ?»« Non, » dit Chloé. Marc ne bougea pas. « Chloé, j'ai conduit 40 minutes pour... Je sais ce que tu as fait, » dit-elle. Et sa voix était si égale, si dépourvue de tremblement, qu'elle sentit Olivier se redresser légèrement à côté d'elle sans dire un mot, sans intervenir, juste présent avec cette solidité tranquille d'un homme qui savait que ce n'était pas son combat à mener. « Tu n'aurais pas dû venir. »« L'homme à côté de toi, c'est qui ?» dit Marc, et il y avait dans cette question une agressivité à peine contenue qui cherchait une surface où s'accrocher. Olivier posa sa tasse, regarda Marc avec un calme si complet qu'il en était presque désarmant, et dit simplement « quelqu'un qui était invité ». Le silence qui suivit dura peut-être 5 secondes. Marc regarda Chloé une dernière fois. Ce regard qu'elle connaissait, ce mélange de reproches et d'attente, cette façon de la tenir responsable de ce qu'il ressentait, et elle soutint ce regard sans ciller, sans s'excuser, sans rien offrir du tout. Il repartit comme il était venu, sans claquer la porte, et c'était presque pire. Chloé resta immobile un moment, les mains à plat sur la table. Puis elle prit sa tasse et but une gorgée de café qui était maintenant tiède, et Olivier ne dit rien pendant suffisamment longtemps pour que le silence soit une forme de délicatesse. « Tu veux un autre café »
dit-il enfin. Elle le regarda. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sourit sans chercher ce que ce sourire allait lui coûter. Oui, dit-elle. La convocation arriva un mardi matin par courrier recommandé, dans une enveloppe blanche avec l'entête d'un cabinet juridique que Chloé ne reconnut pas. Elle l'ouvrit debout dans le couloir de son appartement, encore en manteau, et lut la lettre une fois, puis une deuxième fois plus lentement, en laissant chaque phrase trouver sa place avant de passer à la suivante. Le cabinet représentait Geneviève. La demande était formulée avec cette précision froide du langage juridique qui transforme les mensonges en hypothèses recevables. Il était suggéré que Chloé avait agi de mauvaise foi dans le signalement des dettes, que certains éléments du dossier méritaient un réexamen, que sa cliente était prête à envisager un arrangement amiable si les poursuites étaient abandonnées dans les 30 jours. Elle posa la lettre sur la table de la cuisine, fit du café et appela Maître Fontaine. Le bureau de l'avocate sentait toujours le papier chaud et le café trop longtemps gardé au chaud, et Chloé s'y installa avec cette familiarité prudente qu'on développe pour les endroits où on apporte régulièrement ses problèmes. Maître Fontaine lut la lettre sans changer d'expression, la reposa, ôta ses lunettes et dit « C'est une manœuvre. Ils n'ont rien de solide. Si c'était le cas, ils n'auraient pas proposé un arrangement. On ne propose un arrangement qu'à quelqu'un qu'on espère faire plier, pas à quelqu'un qu'on peut battre. Ils peuvent ralentir la procédure, dit Chloé. Ils peuvent essayer. » Maître Fontaine reprit ses lunettes avec le calme d'une femme qui avait vu ce type de manœuvre des centaines de fois et qui avait appris à les lire comme on lit une météo familière. « Mais vous avez les documents, vous avez la banque, vous avez les dates. Eux ont une vieille dame qui affirme avoir été mal comprise. Ce n'est pas équivalent. » Chloé hocha la tête. Elle savait que l'avocate avait raison, rationnellement, clairement, sans aucune ambiguïté. Et pourtant, en rentrant chez elle ce soir-là, quelque chose en elle cherchait la sortie la plus courte, le chemin qui évitait tout ça, la version de cette histoire où elle n'aurait pas à se battre encore un peu plus longtemps contre des gens qui ne méritaient pas autant de son énergie. Olivier l'appela ce même soir, sans savoir ce que la journée avait contenu. Ils parlèrent de choses ordinaires pendant un moment, et puis il dit, avec cette simplicité directe qui le caractérisait, « J'ai loué un petit chalet en montagne pour le week-end prochain, 2 chambres, si tu veux venir. » Chloé resta silencieuse quelques secondes. Ce n'était pas une demande compliquée. C'était 2 jours, de la neige probablement, 2 chambres comme il avait précisé avec ce soin délicat des gens qui savent que les détails comptent. Et pourtant quelque chose en elle se contracta immédiatement, cette vieille peur qui n'avait pas encore tout à fait appris qu'elle n'avait plus de raison d'être là. Cette voix intérieure qui lui disait que s'approcher de quelqu'un, c'était lui donner les moyens de faire ce que Marc avait fait, que la distance était la seule forme de sécurité qu'elle connaissait vraiment. « Je ne sais pas encore, » dit-elle. « C'est une réponse valable, » dit-il, et il dit cela sans pression, sans déception audible, avec la même tranquillité qu'il mettait à tout ce qu'il faisait, et ce fut presque plus difficile à recevoir qu'une insistance aurait été. Elle raccrocha et resta assise dans le silence de son appartement pendant un long moment, les genoux remontés contre la poitrine dans le fauteuil près de la fenêtre, à regarder les lumières de la rue en contrebas. Elle pensa à Geneviève et à sa lettre d'avocat. Elle pensa à Marc attendant dans le hall de l'hôtel, avec ce regard qui lui demandait de continuer à être responsable de ce qu'il ressentait. Elle pensa à toutes les fois où elle avait choisi de rétrécir pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Et elle pensa à Olivier disant « C'est une réponse valable », sans que sa voix change d'un ton. La tentation de tout arrêter était réelle et précise, pas dramatique, pas accompagnée de larmes, juste cette fatigue profonde de quelqu'un qui a couru longtemps et qui voit un banc et se demande si elle n'a pas le droit de s'asseoir et de ne plus jamais repartir. Abandonner les poursuites, annuler le week-end, fermer la porte de cet appartement et ne plus rien demander à personne ni ne rien laisser entrer. Elle resta dans ce fauteuil jusqu'à minuit passé, à ne rien décider, à laisser la peur exister sans la suivre, à regarder les lumières s'éteindre une par une dans les immeubles d'en face. Puis, elle prit son téléphone et envoya 2 messages. Le premier à Maître Fontaine, « On continue ». Le second à Olivier, « Je viens ». Elle posa le téléphone sur la coudoir du fauteuil et regarda une dernière fois les lumières de la rue et ressentit quelque chose de fragile et de réel qui n'était pas encore tout à fait du bonheur, mais qui en avait la forme exacte, comme une pièce qu'on reconnaît avant même d'y être entré, comme une lumière qu'on voit de loin et vers laquelle on décide de marcher quand même,
même si la route n'est pas encore tout à fait dégagée. Elle alla se coucher et dormit sans interruption pour la première fois depuis des semaines. 1 an, c'est à la fois très long et très court selon ce qu'on y a vécu, et Chloé avait appris au cours de cette année-là que le temps ne guérissait pas les choses par lui-même, que c'était le travail qu'on faisait à l'intérieur du temps qui changeait quelque chose, et que ce travail-là était silencieux et ingrat et ne ressemblait à rien de ce qu'on voyait dans les films. Pas de musique, pas de lumière particulière, juste des matins ordinaires où on choisissait de continuer et des nuits où on apprenait à ne plus avoir peur de ce qu'on trouverait en se réveillant. Ce samedi de janvier, la lumière entrait par les fenêtres de son appartement avec cette clarté froide et nette de l'hiver qui ne promet rien de doux, mais qui a l'honnêteté de ne rien dissimuler non plus. Et Chloé était assise à sa table avec son café entre les mains, les pieds nus sur le parquet, dans ce silence qui lui appartenait entièrement et qu'elle n'échangerait plus contre rien. Inès arriva vers 11 heures avec des viennoiseries et cette façon qu'elle avait de remplir un appartement de sa seule présence sans jamais l'envahir. Sa mère appela à midi, et elles parlèrent longtemps, de choses ordinaires d'abord, puis de choses moins ordinaires, avec cette aisance nouvelle qu'elles avaient retrouvée depuis ce samedi dans la maison de l'enfance, où 2 femmes avaient enfin dit ce qu'elles auraient dû se dire depuis des années. Olivier passa en fin d'après-midi, posa une bouteille de vin sur le comptoir, s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre comme si ce fauteuil avait toujours été le sien, et Chloé regarda cela. Cet homme dans ce fauteuil dans cette lumière, et ressentit quelque chose de si simple et de si complet qu'elle ne chercha pas à lui donner un nom. Le jugement de divorce avait été prononcé 6 semaines plus tôt, un jeudi matin, dans une salle d'audience qui sentait le chauffage trop fort et le papier ancien. Maître Fontaine lui avait serré la main sur le trottoir devant le palais de justice, avec ce sourire sobre des gens qui savent que certaines victoires ne se célèbrent pas à voix haute. Les dettes frauduleuses avaient été annulées par la banque 3 mois après le début de la procédure. La signature n'était pas la sienne, les expertises l'avaient confirmé, et Geneviève avait finalement retiré sa demande reconventionnelle sans explication publique, avec la discrétion silencieuse de quelqu'un qui préfère disparaître plutôt que d'admettre avoir perdu. Marc n'avait plus donné signe de vie depuis l'hôtel. Chloé n'avait pas cherché à savoir où il en était, pas par indifférence cruelle, mais parce qu'elle avait compris à un moment précis qu'elle ne pouvait pas dater exactement, que sa guérison ne dépendait pas de ce qu'il devenait. C'était une pensée simple, et elle avait mis longtemps à y arriver. Ce soir-là, après qu'Inès fut repartie et qu'Olivier eut ouvert la bouteille de vin et que la conversation se fut faite plus lente et plus douce avec la tombée du jour, Chloé prit son téléphone pour changer la musique et tomba sur la photo. Elle ne l'avait pas cherchée. Elle était là, entre 2 autres images, datées d'un samedi de janvier exactement 1 an plus tôt. La pile de factures sur la table basse, l'élastique rouge, les chiffres imprimés en rouge qui signifiaient des retards et des mois d'accumulation silencieuse, et le nom de Geneviève sur plusieurs enveloppes. Elle avait pris cette photo sans vraiment savoir pourquoi, peut-être pour avoir une preuve, peut-être parce que quelque chose en elle avait su dès ce moment-là que ce serait le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle regarda la photo un long moment. Elle pensa à la femme en peignoir bleu qui était assise à cette table-là, avec le café encore chaud et le magazine qu'elle ne lisait pas vraiment, qui entendait un moteur diesel dans la rue et qui sentait quelque chose se contracter dans sa poitrine sans encore comprendre que ce jour-là serait le dernier où elle se laisserait réduire. Elle pensa à tout ce que cette femme-là ne savait pas encore, qu'elle tiendrait, qu'elle trouverait un appartement avec un arbre entre les pavés, qu'une avocate aux lunettes rondes défendrait son nom avec une compétence tranquille, qu'une amie attendrait en bas avec le moteur allumé sans poser de questions, qu'un homme dirait un jour « c'est une réponse valable », et que ces 4 mots-là changeraient quelque chose d'important. Elle pensa à tout cela, et puis elle appuya sur supprimer. Pas avec violence, pas avec la satisfaction dramatique de quelqu'un qui brûle ce qui lui a fait du mal, juste avec la légèreté tranquille de quelqu'un qui range une dernière chose et ferme un tiroir qui n'a plus besoin d'être ouvert. Olivier leva les yeux vers elle depuis le fauteuil. « Tout va bien ?»« Oui, » dit-elle. Et c'était vrai, pas d'une façon parfaite ni définitive, pas sans les cicatrices que cette année avait laissées et qu'elle portait maintenant comme on porte ce qui vous a appris quelque chose d'essentiel, mais vrai d'une façon solide et réelle et entièrement à elle, comme cet appartement, comme ce silence du matin, comme cette vie qu'elle avait choisie une décision à la fois, dans des couloirs de bureaux et des salles d'audience et des fauteuils près de fenêtres, sans que personne ne lui en ait. Donner la permission parce qu'elle avait finalement compris qu'elle n'en avait jamais eu besoin.
Elle posa le téléphone, prit son verre et rejoignit Olivier près de la fenêtre. Dehors, l'hiver continuait, mais à l'intérieur, il faisait exactement la bonne température. Chloé a choisi de ne plus rétrécir pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Et cette décision-là a tout changé. Si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu quelque chose de vrai dans le parcours de Chloé, dites-le nous dans les commentaires. Votre témoignage compte, et il pourrait toucher quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si vous connaissez une femme qui mérite d'entendre cette histoire, partagez-la avec elle.